Le bulbe. L'ostium. L'ostium. Donc, c'est topographie bulbaire, pré-ostiale ou juxta-ostiale, parce que si on considère que ça c'est vraiment l'ostium, eh bien ça c'est avant l'ostium et après l'ostium. Donc c'est juxta-ostiale au niveau de la face profonde de la carotide interne. Ok? Ça, c'est la localisation. Maintenant, l'écogénicité. C'est mixte. C'est écogène. D'accord? C'est mixte. Il y a la partie superficielle qui est hypoécogène, il y a une classification à l'intérieur. Voilà. Donc, il y a des zones hyper écogènes à l'intérieur. Et globalement, c'est hétérogène. En termes de proportion, combien de pourcentage d'hyper-écogénicité est-ce qu'on aurait? Peut-être 10 ou 15. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à 50? Non. Non. Donc moins de 50% d'écogénicité. Peut-être même de l'ordre de 30 plutôt d'écogénicité. Donc ça c'est important, vous vous souvenez le tableau que je vous ai montré, je vais vous le remontrer juste après. Alors il y a le prof d'œil qui perturbe ma présentation. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des dimensions? Vous mesurez comment? Comme ça? Oui. Et là. Les deux. Les deux. Les deux. Ok. Donc, quelle est l'extension de la plaque et quelle est son épaisseur maximale? C'est l'épaisseur maximale qu'on va mesurer. D'accord? La surface, elle est lisse. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Pas d'ulcération. Il n'y a pas d'ulcération. Il n'y a pas d'ulcération. Alors, on fait un petit Doppler énergie à l'intérieur pour voir s'il y a une microcirculation, si c'est vascularisé ou pas. Il n'y a pas de microcirculation. Ici, c'est une coupe qui est comme ça. Donc, quelle autre donnée est-ce qu'on peut dire sur base de la coupe de section, la tranche de section? Quel autre élément pour caractériser la plaque qu'on peut donner? Circulaire, asymétrique. Donc, parce que vous voyez bien que le grand diamètre n'est pas le même sur tout le contour du vaisseau. Donc, c'est circulaire asymétrique. C'est important de dire que c'est circulaire, parce que le chirurgien vasculaire ne va pas l'aborder de la même façon que si c'était sur un seul aspect de la paroi. Donc, c'est important de dire que c'est circulaire. Alors, il ne faut pas s'arrêter à l'axe longitudinal. Il faut toujours commencer par l'axe transversal, parce que c'est ça qui vous permet de savoir quelle est l'extension locale de la plaque. D'accord? Et comment est-ce qu'on qualifierait celle-ci? C'est la paroi profonde. Oui, c'est la paroi profonde. C'est une plaque ou c'est un épaississement de l'intima média? C'est un épaississement. C'est un épaississement? C'est une plaque. C'est une plaque. Ah, ça c'est intéressant. Quelle est la différence entre les deux? C'est quand c'est supérieur à 15. Oui. Quand c'est supérieur à 1,5. 1,5. Oui. Là, je pense que c'est une plaque. Quand c'est supérieur d'épaisseur? Oui. Quand ça dépasse 1,5, ça veut dire que c'est significatif. Que c'est... Oui. Effectivement, on va parler de plaque à partir du moment où, ici, on a dépassé un certain seuil d'épaisseur de l'ordre du millimètre. Alors là, on peut parler d'une plaque en formation. Et ça ne pose pas de problème qu'elle soit si longue. Ça reste une plaque. Et c'est une plaque à risque. Pourquoi? C'est hypoécogène. D'abord, c'est globalement hypoécogène. Et deuxièmement, C'est lent peut-être. oui, l'extension est importante. Et quel est le risque? La certification. Qu'elle se détache. Quel, Qu'on a une hémorragie. quel est le risque quand on a une extension aussi importante? L'hémorragie. Vous avez affaire à des choses qui bougent, hein, ça bouge, ça circule, ça.
Ça se décolle, que ça se décolle. C'est dissection. C'est une dissection. Ça, c'est à haut risque de dissection, tout simplement parce qu'en surface, ça ne va pas creuser, hein, mais c'est à la jonction avec la partie normale de l'épaisseur intima média qu'il y a un problème. Donc, effectivement, quand on va avoir quelque chose comme ça, eh bien, le maximum de pression va se situer là. Et c'est, comme c'est fragile en surface, c'est là que ça va déconner. Ouais. Donc ça, c'est le risque majeur de ce type de plaque. En plus, c'est une plaque molle. Donc c'est globalement hypoécogène, ce qui fait que c'est pas stable. Donc c'est pas seulement les ulcérations qui vont faire que ce soit stable ou pas, c'est aussi l'extension et le caractère écogène. Alors on en a une autre ici, qu'on recoupe aussi en transverse là, ici. Comment est-ce qu'on l'a décrit? Hétérogène. Elle a été Hétérogène, d'accord. Sténosante, ça restreint la lumière. ulcérée. La lumière est ici. Hein. La lumière est ici, donc c'est quasiment oblitérant. Mais on dirait que c'est externe et interne. C'est à l'origine. C'est les deux. La bifurcation. Oui, on est sur la bifurcation, ça c'est la veine. C'est la veine. On est sur la bifurcation ici, c'est l'origine de l'interne, c'est quasiment oblitérant. En termes de pourcentage d'écogénicité, C'est 40. 40. ok, nous n'avons qu'une seule image, nous n'avons qu'une seule coupe, donc, mais l'opérateur, sans doute, sait que c'est au moins 50% d'hyperécogénicité dans la plaque. D'ailleurs, quand on le recoupe en transverse, on voit très bien l'ombre acoustique qui est liée à l'amas calcique à l'intérieur. Voilà, donc là, vous savez comment décrire clairement ces plaques d'athérome et ça correspond aux différents types. Donc vous voyez hétérogène, écogène, à partir de plus de 50%, on est dans le type 3. En dessous, vous voyez les intervalles sont très larges. Hein. En dessous, hétérogène, anécogène, avec 15 à 50% d'écho, on est dans le type 2. Quand c'est écogène, on est dans le type 4 et calcifié, le type 5. Donc ici, on peut considérer qu'on a une plaque simple, bien qu'elle soit concentrique, sans ulcération. Et ici, on peut considérer qu'on a une plaque instable, à risque. Et je ne sais pas si j'ai une image, mais il y avait une image d'ulcération. Alors parfois, pour démontrer les ulcérations, on injecte du produit au contraste en échographie, du SonoView. Et ça permet de venir se nicher dans l'ulcération et on le voit beaucoup mieux à ce moment-là. Maintenant, on va passer aux sténoses. Donc, la dynamique de la sténose, comme on l'a vu, c'est d'abord l'épaississement, et puis la réduction de la lumière, outre les phénomènes thromboemboliques qui peuvent envoyer des emboles dans la circulation distale, et puis le rétrécissement de la lumière de façon segmentaire. Donc, quand on regarde l'énergie mécanique, comment les choses vont se passer à partir du moment où on a un rétrécissement de la lumière, il faut juste vous souvenir que si vous avez un tuyau d'arrosage et que vous pincez le bout, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez la puissance du jet. Qu'est-ce qui se passe pour que, subitement, en pinçant le bout, la vitesse du jet est augmentée? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous avez une modification de la pression à l'intérieur de la section qui est sténosée, qui est inférieure à la pression d'aval et qui est supérieure à la pression d'amont. Donc c'est un petit peu comme si vous forciez sur les globules rouges qui sont à cet endroit-là pour les pousser à sortir plus vite. Et donc, finalement, la vitesse circulatoire va augmenter dans un premier temps. Dans un premier temps, à partir du moment où il n'y a plus de compensation de l'élasticité de la paroi, dans un premier temps, la vitesse va augmenter dans la sténose et à la sortie de la sténose, elle sera
beaucoup plus importante. Donc en termes de sténose, ce qui est important, c'est de comprendre la géométrie de la sténose, de voir quelle est la jonction avec la normale. Vous voyez la plaque qu'on a vue tout à l'heure, quelle était la jonction avec le segment normal de l'artère, la longueur et le degré de sténose. Quelle est la longueur et quel est le degré de sténose? Quelle est éventuellement la viscosité et quel est le seuil à partir duquel on a une sténose significative ou pas? Et enfin, les caractéristiques de l'écoulement turbulent. Qu'est-ce qui va, chez l'être humain, modifier la viscosité du sang? L'anémie. L'anémie va modifier l'hématocrite, le nombre de globules rouges, mais